Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud pour la deuxième fois sur la chaîne. Donc, si vous vous rappelez, Arnaud est un membre de ma formation qui était déjà passé sur la chaîne en février 2022 pour nous raconter un petit peu son retour d'expérience après avoir suivi la formation et après avoir lancé ses deux premiers produits sur Amazon. Donc, un an plus tard, il revient pour partager avec nous son expérience pendant sa première année complète de vente sur Amazon et où il en est par rapport à ses objectifs qui s'était fixé. Donc vous avez l'habitude sur cette chaîne et cette vidéo ne sera pas différente. On va être transparent et on va être réel, on va parler vrai. Donc on va parler des hauts et des bas de l'année d'Arnaud sur Amazon, des challenges qu'il a dû surmonter, bien sûr de ses réussites, de ses chiffres, on va parler de revenus et bien sûr de profit et de rentabilité. Et ensuite on parlera de ses ambitions pour la suite, son plan pour 2023 et aussi il donnera quelques conseils pour les débutants et les vendeurs qui se lancent sur Amazon aujourd'hui, maintenant qu'il a quand même bien plus d'expérience sur Amazon. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, dans lesquelles j'interviewe des vendeurs, des membres de ma formation qui viennent partager leur expérience sur Amazon, faites-le moi savoir en laissant un like sur cette vidéo et en mettant un commentaire juste en dessous de la vidéo. Sans plus attendre, je vous laisse profiter de ma conversation avec Arnaud. Salut Arnaud et merci d'avoir accepté ma seconde invitation sur la chaîne. Ouais, salut Seb, avec plaisir. Merci à toi de m'avoir réinvité sur ta chaîne. C'est avec plaisir aussi. Et donc, ouais, effectivement, tu étais passé sur la chaîne l'année dernière, je crois, début février. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir. Souvent, on a des retours de personnes qui viennent de se lancer quelques semaines, quelques mois, 6 mois après s'être lancé. Mais là, pour le coup, c'est bien aussi d'avoir un retour de quelqu'un qui a continué à vendre, qui est toujours sur Amazon, qui fait du chiffre, voir comment ça s'est passé, quoi. C'est ça, bah ouais, je pense que ça va être intéressant. Et puis pour les abonnés, voilà, c'est cool aussi de voir un peu l'évolution et la progression d'un business Amazon. Donc ouais, c'est top. Exact. Je pense qu'on peut rentrer directement dans le vif du sujet, hein. Il n'y a plus besoin de faire une introduction. Voilà, pour les personnes qui n'ont pas vu la première vidéo sur comment t'en es arrivé là, ton parcours, comment tu t'es lancé, voilà, je vous mettrai le lien de tout ça juste en dessous. Pour l'instant, est-ce que tu peux nous dire tout simplement comment s'est passé ton année 2022 sur Amazon avec ton business FBA, tes chiffres en termes de chiffre d'affaires, profit, Mm. rentabilité, voilà, tout ça. Ouais, du coup, ouais, pour traduire cette année, je dirais que ça a été une année laborieuse et comment dire, très enrichissante. Dans le sens où c'est pas forcément une année où on va dire j'ai visé la rentabilité, faire beaucoup d'argent, et cetera. C'était plus une année pour tester différentes choses. Donc, j'ai pu tester, différents types de produits. Donc aussi bien des produits, très peu chers que des produits un peu plus chers, que des produits plus volumineux. Voilà, j'ai fait mes premières expéditions, par train, par bateau, enfin pas encore par bateau, mais normalement bientôt. Donc, bon, c'était vraiment une année, très enrichissante, on va dire. Et ouais, du coup, en termes de chiffres, là, j'ai les chiffres sous les yeux. J'ai fait à peu près 200 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année. Donc, je crois un tout petit peu moins, 199 000 ou un truc comme ça. Et j'ai fait en gros 25 000 euros de profit. Alors après, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que du coup, sur chaque lancement produit, forcément, sur la première commande, en général, on perd un peu d'argent puisque du coup, on importe par avion. Et donc là, c'est vrai que surtout vers la fin d'année, je commençais vraiment à faire beaucoup plus de profit. Et donc, non, ouais, c'est assez encourageant. Après, il y a eu quelques produits qui m'ont fait perdre un peu d'argent. On pourra peut-être en reparler par la suite. Mais sinon, ouais, sinon, on va dire sur les lancements produits, ceux qui ont un petit peu moins fonctionné, j'ai réussi à limiter la casse. Et puis sinon, pour les autres, j'ai stabilisé mes positions et voilà, j'essaye de maximiser au maximum les profits. OK. C'est intéressant et c'est vrai que ce que tu dis, en fait, quand tu es toujours dans une phase de lancement de produit, forcément tu dépenses plus d'argent, tu es moins rentable, Mm. mais en même temps, tu es en train de grossir le business et comme tu l'as dit, tu as expérimenté avec pas mal de choses. Je pense qu'on va y revenir. Là, du coup, tu as lancé combien de produits, cette année? Parce que je crois que quand on s'était parlé, tu avais 1 ou 2 produits, Ouais. et là, du coup, tu en es à combien? Là, du coup, si j'en compte, en tout, j'en ai un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'en ai lancé en gros 7. Et après, je pense qu'il y en a à peu près, je dirais la moitié, je pense que je vais arrêter. Parce que après réflexion, du coup, ils sont pas forcément assez rentables. Alors, on va dire, je pense que j'aurais pu être break-even, mais c'est des niches finalement où je me rends compte qu'il y a
pas vraiment autant de potentiel que je l'espérais. Et je pense qu'aussi au niveau de la différenciation de mon offre, elle n'était pas assez importante pour que les gens du coup achètent mes produits. Donc là, je pense que pour l'année 2022, je vais essayer de rester à 4 produits. Mais du coup, c'est des produits bah, vraiment où je fais du bénéfice, où je fais de la marge, où je suis à peu près à 20-25% de marge après PPC. Donc, enfin, allez, entre 15 et 25% de marge entre les différentes références après PPC. Donc, c'est vraiment des produits où je fais du Ouais. profit. Mais ouais, du coup, 4 pour cette année, enfin pour l'année prochaine, du coup, et 7 lancés en tout. Ok, donc ça fait pas mal parce que quand on s'était parlé, tu en étais à 2 et donc Mm. en 12 mois, tu en as quand même lancé 5. Donc forcément, bah, ça prend du temps, ça entame ta marge, c'est normal quoi. Et au final, je pense que c'est bien aujourd'hui que tu te dises, bah, sur ce catalogue de 7 produits, il y en a 3 que je vais arrêter et me concentrer sur les 3 produits bah, qui marchent le mieux, qui font le plus de profit. Voilà, je pense que c'est une bonne chose. Ouais, c'est ça. Bah après, il y a toujours une stratégie un peu plus agressive où on peut se dire, OK, j'accepte de perdre vraiment pas mal, quitte à être rentable dans le futur et on va dire dans une optique d'avoir plus d'avis, etc. On se dit, bah, je vais avoir un meilleur positionnement, donc je vais pouvoir un peu augmenter mes marges, etc. Mais ouais, non, j'ai pas pris cette décision parce que, on va dire, j'ai plus envie de trop perdre maintenant et c'est des produits Ouais, où je pense que même après optimisation, je suis pas sûr non plus. Alors, je pense que je ferais peut-être 5 à 10 de marge, mais bon, voilà, c'est des marges qui sont pas assez suffisantes et je vise des ROI un peu plus importants, quoi, donc plus c'est sûr. à minimum 20 quoi. Ouais. C'est sûr. Et puis aussi, on a des ressources limitées, tant en termes de temps, d'énergie Ouais. et de trésorerie. Et on n'a pas forcément envie d'allouer ces ressources à des produits qui ont des. Même si tu arrives à être rentable à 5 ou 10%, bah, ce n'est pas forcément assez pour justifier bah, toutes les ressources qui te coûtent, en fait. Et c'est mieux de concentrer tes ressources bah, là où ça va avoir le plus d'impact et le plus de retour sur investissement, quoi. Ouais, C'est clairement logique. c'est Et ça, du c'est coup, ça, c'est ça. ok, donc du coup, une année 2022 bien chargée. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus du coup sur, on va dire, les hauts et les bas de cette année? Quels ont été voilà, les éléments marquants, tant en positif que, on va dire, en négatif, ou en tout cas les challenges, quoi. Ouais. Bah, du coup, je vais essayer de reprendre, me remémorer un peu tout ce qui s'est passé dans l'année, mais je dirais sur le début d'année, bah, très bon début d'année. C'est vrai que les produits que j'avais choisis, notamment une référence, ça a cartonné. Je pense que en fait, très rapidement, j'ai fait, plus de 15 000 € de chiffre d'affaires, je crois sur le mois de janvier avec, limite un produit, enfin, juste sur la France, c'était n'importe quoi. Et bah, ça a attiré les convoitises. Du coup, j'ai eu pas mal de nouveaux concurrents et j'ai eu aussi des avis négatifs, donc ça, on pourra en parler. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui détermine la réussite d'un business sur Amazon, c'est vraiment la qualité du produit. Et aujourd'hui, c'est vraiment une partie au début, je pense, j'en avais pas conscience, j'allais un peu vite parfois, je testais pas tous les produits, etc. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte qu'en fait, de passer par exemple de 4,2 étoiles à 4,5, mais en fait, c'est limite un plus 30% sur le taux de conversion. Et c'est ce type de paramètres voilà, que j'ai appris au cours de l'année. Et bon, c'est un exemple comme un autre, mais du coup, au fur et à mesure, ma note, elle a un peu baissé. Et j'ai eu quelques concurrents, etc. Donc, bah, finalement, Hmm. le produit que j'avais lancé, peut-être qu'il faisait 15 000 euros, du coup, aujourd'hui, il fait plutôt à 3 000 euros, je pense. Ouais, Donc, bah, pour compenser ça, j'ai lancé d'autres produits. Il y a des produits qui sont plutôt bien passés, bah, notamment un ou deux petits que j'ai lancés qui ont plutôt bien marché. Par contre, bah, je pense qu'on peut parler de mon gros flop de 2022. C'était, bah, du coup, je peux révéler le produit, hein, c'était le lit pour bébé. Aujourd'hui, je l'ai arrêté, mais c'était un produit, voilà, je pensais qu'il y avait un bon potentiel. Et finalement, bah, il s'est avéré que non. Donc, en gros, j'ai surestimé un peu. Le prix de vente auquel je pourrais le vendre, je pensais le vendre plutôt dans les 120 euros. Donc voilà, c'est un produit que j'avais testé qui coûte vraiment cher. Je voulais tester un peu le high ticket. Et finalement, je crois qu'aujourd'hui, enfin, quand je le vendais, il partait dans les 80-90 euros max. Donc en fait, je perds en gros, ouais, je crois que j'avais vu les stats, je dois être à moins 20% sur chaque vente. Donc en termes de bénéfice, donc bah, c'est vrai que ça fait assez mal et c'est un produit en plus qui a pris 3 mois à produire. J'ai eu tous les problèmes du monde avec le Covid, la fermeture des usines et tout. Enfin bref, plus c'était un bazar.
la logistique qui est enfin, l'année passée, du coup, c'était sans doute le pire moment pour lancer des produits volumineux qui sont extrêmement Ouais, chers à acheminer. Surtout si tu dis que tu les as acheminés par train, donc ça a dû coûter vraiment une fortune. ouais. Euh, ouais, donc Ouais, ouais. Et forcément, puis, ouais, c'est aussi et- parfois le contexte et l'environnement qui vont aussi faire qu'un produit qui aurait pu marcher, bah, au final, c'était pas le bon moment, quoi. ouais, c'est ça. En plus, je m'étais trompé sur mes calculs de marge. En gros, j'avais pris le poids du produit et pas. Alors, je crois que c'est le poids volumétrique ou poids volumique, je sais Ouais, jamais c'est ouais, le c'est quoi le mot. pliométrique, ouais. Ouais, poids volumétrique, c'est ça. Et du coup, concrètement, en fait, bah, ça a doublé mes frais de port. Donc, pour ceux qui connaissent pas, pour expliquer rapidement, en fait, sur les expéditions par bateau, on prend le poids le plus élevé. Donc, c'est soit le poids en fonction du volume du produit, soit le poids, bah, son poids de base, quoi. Et donc, bah, moi, je m'étais basé sur le poids du produit, alors qu'en fait, c'était sur le volume. Eh oui. Donc, bah, Vu que ça a ton fait un produit était x2. si gros, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, Ouais. c'est ça. Du coup, bah, ça fait un x2 sur mes estimations de transport. Donc, je crois au lieu de 15 euros, c'était 30 euros. Plus le produit, je le payais 30 euros. Donc, plus avec les frais après Amazon et billets et tout. La Enfin, voilà, c'était publicité. une catastrophe, quoi. Enfin, c'est une bonne expérience. Ça fait toujours mal au cœur quand on investit du travail, on investit de l'argent, et puis au final, bah, soit sur des erreurs comme celle-ci du poids et de l'estimation du coût du shipping, ou sur d'autres paramètres qui étaient un peu hors de ton contrôle au final, comme bah, Hmm. tous les éléments, les problèmes qu'il y a eu avec la logistique, avec la pandémie en Chine et tout ça. Mais ça fait des enseignements tout de même, et je pense Ouais. que voilà, dans ton catalogue de produits, c'était intéressant aussi de tester peut-être un produit qui sortait vraiment de ce qu'on recommande habituellement pour du FBA. Mhm. Forcément, on recommande rarement des produits qui coûtent 120 euros et qui coûtent 30 euros à l'achat et qui vont coûter, enfin, tu vois, des produits qui ont plus de problèmes, en fait, forcément, qui ont plus de Ouais, c'est challenges. ça. Après, je pense, ouais, comme tu dis, ça a été honnêtement, je pense, enfin, l'expérience la plus enrichissante que j'ai pu avoir sur Amazon. Et c'est là où vraiment où j'ai pris conscience bah, d'avoir vraiment une certaine rigueur sur le calcul des marges, sur le calcul du volume, même après sur vérifier les frais ABL. En fait, là maintenant, quand je lance un produit, je demande directement le volume pour calculer directement, voir s'il n'y a pas moyen de réduire le packaging pour gagner quelques euros sur les frais ABL. Enfin, en fait, c'est Ouais, vraiment un tout. Et ouais, c'était en plus assez compliqué puisque j'avais passé commande en mars. Donc ça m'a coûté, je crois, la commande à peu près 10 000 à 12 000 euros de mémoire. Et en gros, j'ai été livré que début août. Donc en gros, waouh, ok, j'ai donc eu c'est très long. 4 5 mois, c'est ça, où j'avais immobilisé 10 000 euros de cash flow et où bah, j'étais bloqué, quoi. J'étais bloqué entre un comptant ouais, production, Covid, livraison et tout, donc c'était vraiment un bazar. Et ça m'a empêché du coup de lancer peut-être ouais, un ou deux autres produits qui auraient eu peut-être plus de potentiel. Mais sinon, non, expérience très enrichissante. Donc ouais, c'était intéressant. Ok. Bon, bah, merci du partage et pour ton honnêteté surtout, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens voilà, qui viennent sur YouTube et qui viennent partager bah, des produits qui n'ont pas marché, des produits sur lesquels ils ont perdu de l'argent. On entend souvent juste le, le bon côté des Ouais, choses, mais forcément, le plus on va tenter de choses et le plus on tente de choses qui sont, on va dire, hors des sentiers battus, et ben, au plus on s'expose à des risques et parfois ça peut payer et parfois, bon, bah, on a des mauvaises surprises. Et je pense que de toute façon, l'important, c'est d'en tirer des enseignements et de savoir couper le produit au bon moment pour pas continuer ouais. à s'embourber dedans et à bloquer encore plus de capital et à s'entêter avec le produit, en fait, quoi. Ouais, ouais. Et comme tu dis, je pense, bah moi c'est mon cas, mais les produits un petit peu soit surdimensionnés, soit assez chers, je pense que ça reste des produits super intéressants parce qu'en fait, il n'y a personne. Concrètement, bah, tous les débutants, ils vont plutôt aller sur des produits à 10, 20, 30, 40, voire 50 euros peut-être. Mais c'est vrai que pour des produits un peu plus chers, finalement, bah, c'est ce que j'avais détecté hein, quand j'avais fait mon sourcing. Il y a vraiment des boulevards. Et après, je pense que c'est peut-être aussi une histoire de marché. Peut-être que sur le marché allemand ou le marché américain, j'aurais pu vendre un peu plus cher. Mais bon, c'est pas grave. Et puis ouais, je voulais juste préciser pour les débutants, bah voilà, ça c'était vraiment un produit très cher et c'est vrai que j'ai perdu pas mal d'argent, mais sinon sur les produits que j'avais lancés et qui n'ont pas forcément bien fonctionné, bah en fait après ce que vous faites, c'est que vous revendez au prix, enfin sans bénéfice quoi. Mais en général, on perd pas beaucoup d'argent sur les produits voilà, qui fonctionnent pas parce que c'est quand même des produits où il y a de la demande. Et en fait, en baissant le prix de vente, on va réussir à écouler notre stock, etc. Donc, ouais, là, je regardais les chiffres, mais sur les produits
on va dire que j'ai lancé, il y en a peut-être certains où j'ai perdu 1 000, 1 500 €, mais enfin, sur ceux qui ont pas fonctionné, mais c'est pas des pertes à 15 000 € et puis, les produits, qui fonctionnent bien, bah, en fait, un produit qui fonctionne, sur, 1 ou 2 mois, ça récupère, enfin, directement toutes les pertes donc, c'est vraiment pas Exact. handicapant, quoi. C'est vrai que parfois, il y a des débutants qui ont euh, l'appréhension de placer la première commande et d'aller Mmh. envoyer 3, 4, 5, 6 000 euros à un fournisseur à l'autre bout du monde parce qu'on a l'impression que c'est possible qu'on perde toute cette somme. Et en fait, c'est Ouais. extrêmement rare. Il faut vraiment se louper complètement sur le produit. Il faut avoir. Enfin, faut vraiment que ce soit un raté de A à Z. Et c'est très, très rare, surtout si on suit les bonnes méthodes. Parce que comme tu dis, ensuite, une fois qu'il est sur Amazon, même si ça marche pas aussi bien qu'espéré, même si au final on n'arrive pas à le vendre pour le prix qu'on voulait et qu'on n'est pas assez rentable, eh bien il y a Mmh. toujours plein de façons d'ailleurs de liquider le stock, de récupérer une partie ou une grosse partie du capital investi et de repartir sur un autre produit ensuite, quoi. Ouais. Ouais, non, complètement, c'est ça, je pense, tu as peut-être 5, 10, bon allez, grand max 15 de pertes. Mais, comme tu dis, en plus, moi, c'était sur des commandes assez importantes où, moi, je m'étais un peu surestimé. Mais ouais, sinon, sur des petites commandes, de 200, 300 pièces, bah, franchement, ouais, c'est peut-être, 500 € de perte grand maximum, quoi. Donc, faut Ok, pas s'en inquiéter, et au contraire, je pense, faut tenter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, vraiment ce que je ferais, c'est, je me concentrerais plus sur l'étude de marché et sur les améliorations produits. Donc c'est vrai qu'il y a des produits que j'ai lancés un petit peu, en pensant que ça allait suffire, certaines améliorations, minimes et finalement, finalement, on se rend compte que ouais, ça fait pas grand-chose et il faut, autre conseil aussi, il faut essayer quand même de rester bien sur, le prix du marché. C'est vrai que dans certaines formations, on dit: «Ouais, vous pouvez vendre plus si votre produit est plus qualitatif» et cetera. Mais il y a certains débutants, qui prennent une amélioration comme, limite un bouleversement dans le marché alors que finalement c'est pas grand-chose et ils pensent qu'ils vont ouais. pouvoir vendre 10, 15 € de plus et cetera. Et par expérience, ouais, non, faut vraiment qu'il y ait un truc incroyable qui change, mais sinon, faut vraiment essayer d'être au prix du marché parce que sinon, malheureusement, le produit il risque de pas se vendre à ce prix-là, quoi. Hein, t'as raison et je pense que c'est bien de le souligner parce que ça peut engendrer des erreurs et Mmh. c'est pas parce qu'on change la couleur d'un produit et qu'on Ouais. a une boîte un petit peu plus sexy que d'un coup on peut vendre 15-20% plus cher que la concurrence. Au final, ça peut marcher sur certains clients qui vont être sensibles à ça, mais sur le long terme et sur une base de clients assez grosse, au final, il y a beaucoup de gens qui vont se dire ça vaut pas le coup. Ouais. Donc je pense que ça, c'est un bon conseil, effectivement. Et un autre bon conseil que tu as donné, c'est aussi juste de réellement travailler son amélioration produit et son offre et sa différenciation pour justement pas arriver avec quelque chose où on a juste ajouté le branding, où on a juste changé un petit peu une couleur ou quelque chose comme ça. Et au final, on n'a pas ajouté grand-chose. Et forcément, comme je le dis souvent, on arrive, on a zéro review, il faut se faire sa place dans le marché. Si on n'a pas quelque chose de nouveau et de plus intéressant à proposer, c'est quand même compliqué. Ouais. Ouais, complètement et tu as tout à fait raison, sur le branding et cetera. C'est bien de le rajouter, mais ça fait pas tout et comme tu as dit, sur la partie test, je pense que c'est vraiment une partie, super importante. Bah, pour l'anecdote, hein, moi, il y a certains produits, aujourd'hui, j'en suis pas fier, hein, mais j'avoue, je les ai pas eu entre les mains. Voilà, c'est des produits, que j'ai lancés directement et j'ai fait confiance aux fournisseurs et cetera et avec le recul, bah, voilà, je me suis pris quelques avis négatifs parce qu'il y avait des trucs que j'avais pas compris, des trucs qui étaient pas très clairs sur l'utilisation du produit et que, bah, si je l'avais commandé, j'aurais détecté. Donc aujourd'hui, Ouais. j'essaie toujours de prendre 3 à 4 fournisseurs. Bon, je vais plutôt 3 maintenant, je pense. 4 ça fait un peu beaucoup à niveau sample, niveau échantillon. Mais ouais, commander vraiment 3 produits, travailler, voir les améliorations, lisez les avis négatifs, voir ce que vous pouvez améliorer, qu'est-ce qui plaît pas et cetera et je Ouais. pense que c'est C'est vraiment un c'est travail à crucial. pas sous-estimer. Ouais. C'est crucial parce que c'est exactement ce que tu dis. Ça reste, même si nous, on travaille depuis notre ordinateur et tout est digital, en Mmh. fait, le business, c'est un business de produits physiques. Les gens, ils vont recevoir ce qu'on a conçu chez eux. Donc, s'il y a quelque chose qu'on a mal fait, s'il y a quelque chose voilà, le packaging est pas bon, le produit est pas bon, la notice est mal écrite, voilà, n'importe quoi, en fait. Le moindre petit détail qui va être fait de travers, en fait, c'est des centaines de personnes qui vont l'avoir dans leur salon et qui vont se dire c'est quoi ce produit, quoi. Et Ouais. donc forcément, il y en a qui vont fermer les yeux et il y en a d'autres qui vont mettre un avis négatif. Et comme tu nous disais, sur le long terme,
Au final, ça s'accumule et puis ensuite, bah, ça tanque le produit, quoi. Ouais, parce qu'il faut savoir, récupérer un avis négatif, je crois qu'on dit à peu près un avis négatif, 5 avis positifs, et encore, Ouais. Et ça encore, je trouve ça rattrape pas tout. gentil. Ouais, Je c'est trouve ça ça, gentil. donc c'est plutôt Euh, 7-8, je pense. Ce qu'il faut savoir, c'est Donc, que la, la ouais. note qui est attribuée au produit, elle n'est pas du tout. En fait, c'est pas juste une moyenne pondérée. C'est une moyenne qui varie, en fait. Les avis, enfin, le poids de chaque avis dans la note du produit varie. Il y a plusieurs facteurs. Et encore une fois, Amazon ne révèle pas ce qu'ils prennent en compte. Donc, ce ne sont que des suppositions. Mais tout le monde s'accorde à dire pour que ce soit l'ancienneté. En fait, plus un avis est récent, plus il va avoir de poids. C'est aussi bah, la note. C'est-à-dire qu'un avis 5 étoiles, bah, malheureusement, ça compte moins qu'un avis 1, 2 ou 3 étoiles. Euh, et puis d'autres choses comme est-ce que l'avis est bien expliqué, est-ce qu'il est détaillé ou est-ce que c'est juste une note, ce qui est aussi possible de laisser sur Amazon, une note sans avis. Ça compte moins qu'un avis euh, qui est voilà, avec du texte. Encore plus s'il y a des photos, des vidéos. Et évidemment, ensuite, il y a la différence entre les avis vérifiés et non vérifiés. Enfin bref, les avis et le calcul de la note, c'est quelque chose de, Ouais, voilà, d'assez mystique, mais dans tous les cas, c'est super important de maintenir la note la plus élevée possible sur son produit par rapport à sa niche, parce que si tu es dans une niche où tout le monde a 4.1, bon, bah, au final, mm, si toi tu as 4.2, 4.3, c'est vraiment très bien. Et inversement, si tu as 4.3 dans une niche où tout le monde a 4.7, tu vas être largué. ouais, complètement. Et je pense vraiment c'est sur, bah, comme on disait, hein, c'est vraiment le produit, tu vois, qui fait tout finalement. Et bah, vraiment, enfin, travailler, mais en fait, faut se dire que chaque petit point négatif, pour nous, on se dit peut-être: «Bon, allez, c'est bon, ça va passer, le client, il va pas s'en apercevoir» et cetera. Mais non, faut vraiment rien laisser au hasard, et même des trucs que j'avais pas sous-estimés. Enfin bon, je vais pas donner d'exemple parce que ça révélerait mon produit, mais des détails, et je me dis: «Mais punaise, ils vont chercher loin», et en fait, c'est vraiment ça, faut aller chercher loin tous Ouais, les petits problèmes, tous les petits accros et tout, et il y a vraiment un gros, gros travail à faire sur ça. Et bah, de toute façon, je pense que c'est 80, avec le recul, je dirais que c'est 90 de la réussite sur Amazon qui se fait, sur le produit. Et oui, alors la pub, le listing et cetera, c'est important, mais finalement aujourd'hui, tout le monde fait des bons listings. Enfin, même les Chinois, ils progressent vachement et cetera là-dessus. Et la pub, bah, voilà, on fait les mots-clés et cetera, mais il y a pas non plus un gros travail à faire, ça marche pas, et finalement, c'est le produit, quoi, qui fait tout. ouais, c'est ça. C'est ça. Mmh. En fait, il y a plein de choses qui sont sans lesquels ce serait pas possible. Tu peux pas te lancer sans avoir un bon listing, sans avoir un bon branding, sans avoir de bonnes stratégies de lancement, sans avoir géré ta pub. Mais c'est vrai que Mmh. tu peux avoir les meilleures stratégies de lancement de produits du monde et même toutes les méthodes black hat du monde. Si ensuite le Ouais, produit derrière il suit pas, bah, il c'est va, oui, ça. tu vas peut-être réussir au début sur le lancement, mais ensuite ça va se casser la gueule. Ouais, c'est Donc ça, ça. c'est certain. Bon, bah ouais, moi je pense qu'on a établi quelque chose qui était déjà bien. Enfin, voilà, c'est un business de produit physique. Le produit, il faut qu'il soit bon. Si le produit n'est pas Mmh. bon, vous avez aucune chance. Voilà, c'est Euh, ça. et donc, du coup, pour revenir un peu sur ton année 2022, ou en tout cas sur, voilà, sur les 12 derniers mois de ton business, donc tu nous as partagé quelques challenges, quelques échecs. Donc voilà, c'est comme ça arrive, ça fait partie de l'aventure, quoi. C'est une boîte, il n'y a pas tout qui peut fonctionner tout le temps. Euh, Maintenant, question qui peut être intéressante. Si tu pouvais changer quelque chose sur l'année qui vient de s'écouler, euh, qu'est-ce que tu ferais différemment dans ton business? Quelle décision tu prendrais? Ouais, bah, question assez délicate parce que je pense qu'il y a plein de choses, en fait, non, je pense qu'il y a plein de choses que je ferais différemment, mais finalement, je me dis: «En faisant différemment, j'aurais pas fait les erreurs», et comme on apprenait à l'école, hein, c'est en faisant des erreurs, je me souviens pendant les dictées, c'est comme ça, en fait, qu'on apprenait vraiment les mots, quoi, et la conjugaison et tout. Et donc non, je pense finalement, en vrai, si c'était à refaire, j'aurais fait pareil, quitte à me tromper, mais au moins, bah, ça m'aurait vraiment appris. Enfin, quand on a des gros flops, par exemple avec les lits, c'est vrai que ça nous remet bien en question. Enfin, c'est un petit peu, comme quand on prend une formation, quand on dépense une grosse somme d'argent, bah, ça nous motive vraiment et ça nous force à s'engager dans le projet et cetera. Bah, c'est vrai que quand on se trompe, voilà, sur un produit et qu'on perd, pas mal d'argent, bah, ça nous pousse vraiment à se remettre en question et cetera, et finalement, je pense que c'est quand même des phases qui sont importantes et qui sont bien, et comme tu as dit, la vie d'un business,
bah, c'est pas des réussites tout de suite, hein. Nous, on parle d'un business où finalement, on veut presque tout de suite réussir, alors que c'est impossible et on oublie que la plupart des grands business, ils sont construits sur des années et des années et bah, je pense que tous les gros business, qu'on connaît, même par exemple, je regardais une interview, du mec chez Feed, Anthony Bourbon, qui fait les barres, énergisantes là, protéinées et tout et il disait, alors aujourd'hui, je sais pas, il doit faire 5, 10, 15 millions de chiffre d'affaires et je crois il a commencé en 2015. Donc c'est vrai que le parcours pour arriver vers le succès, bah, finalement, ça prend, plusieurs années et c'est pas une course, quoi. Donc, non, franchement, si c'était à refaire, j'aurais fait presque pareil. Juste peut-être je me serais lancé plus rapidement sur le pan-européen, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais c'est vraiment une belle découverte, notamment sur le marché allemand, qui est un marché, franchement super intéressant. Et Ouais. donc, ouais, c'est parce que là, du coup, j'avais fait mes produits plus sur le marché francophone, donc tout ce qui est packaging, notice, et cetera, tout était en français. Et c'est vrai que, bah, directement alors peut-être pas directement parce que pour un débutant, lancer, gérer le pan-européen, la TVA, et cetera, ça peut être un peu laborieux. Mais assez rapidement, quand même, je conseillerais de se lancer et voilà, lancez-vous, sur l'Allemagne, le Royaume-Uni, et cetera. C'est des marchés très intéressants et c'est d'ailleurs là où aujourd'hui, je fais le plus de profit, c'est sur l'Allemagne. Donc comme quoi, c'est vraiment à ne pas négliger, quoi. Ouais, non, clairement, c'est vraiment quelque chose que je conseille de faire, assez vite au final. Je pense que dès qu'on a la confirmation que le produit est bon, qu'il fonctionne, sur son marché, principal, on va dire, sur le premier marché, ça peut être la Mmh. France, ça peut être un autre marché, hein. Hem, mais ensuite, c'est vrai que si on parle de vendre en Europe, je pense que le pan-UE, est vraiment incontournable. Ça alors c'est vrai que ça paraît plus compliqué que ce que ça ne l'est, je pense, de Ouais. l'extérieur. C'est vrai qu'il y a pas mal de démarches administratives, notamment la TVA et tout ça. Mais bon, on peut quand même s'en sortir, surtout si on délègue cette partie, administrative, qui est pas notre point fort et se concentrer sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire, vendre des produits et lancer nos produits, qui marchent déjà sur un marché. On a la confirmation que ça marche, on a déjà ensuite des avis et entre Ouais. guillemets, on n'a plus qu'à, le lancer sur, bah, par exemple, l'Allemagne. C'est vrai que c'est le deuxième marché Amazon. Ouais. Il y a vraiment énormément de volume. Je pense que par rapport à la France, je dirais, c'est du fois 2 fois Mmh, 3. x2, ouais, je dirais, ouais. Ouais, c'est ça, ça Mmh. dépend des niches, mais c'est quand même très intéressant et ça rajoute quand même enfin, en termes de ratio, disons que ça rajoute beaucoup de bénéfices, beaucoup enfin voilà, tu peux faire fois 2 fois 3 fois 4 sur ton business au final, Mmh. en rajoutant pas forcément, 2 fois ou 3 fois la complexité, quoi. C'est ça et puis surtout, je crois que les frais de livraison sont moins élevés, si je dis pas de bêtises, donc les FBFIS, moi je crois sur mes produits, c'est à peu près 1 ou 2 € de moins et la TVA, si je dis pas de bêtises, est à 19%. Alors je me trompe peut-être, mais je crois qu'elle est à 19%. Tu Donc raison, c'est des petits trucs, et en fait, bah, finalement, ça te fait peut-être, 5 de marge en plus, mais 5 de marge, si, tu vends, je sais pas, 10 000 unités, enfin 1 000 unités, bah, ça te fait peut-être, voilà, ça te commence à te faire des 500 € de bénéfices en plus. Bon, alors c'est vraiment des volumes assez importants, hein, mais c'est sur ces petits trucs-là, finalement, que tout se joue sur Amazon et ça, c'est pareil, vrai. c'est un truc que j'ai vraiment appris cette année, mais il faut aller chercher les petits 1, 2, 3 de marge en plus, optimiser vraiment chaque paramètre et c'est vrai que moi, je me souviens, par exemple, je peux prendre un exemple sur les produits sur les allez, 2 troisièmes produits que j'ai lancés, en début d'année. Ouais, sur, certains produits, bah, je m'étais dit: «Allez, je vais passer par avion, allez, je négocie pas et cetera» et finalement, quand on réfléchit sur 1000 produits, par exemple, bah, si on dépense 1 € en plus, ça fait 1 000 € de bénéfices en moins à la fin. Donc Absolument. vraiment, chaque euro compte, chaque centime compte, il faut se battre sur chaque centime et ça, c'est vraiment un apprentissage, de cette année aussi, ouais. Je pense tu as totalement raison et surtout quand on peut avoir un effet de levier sur, des petits montants, parce que c'est-à-dire que passer, des heures et des heures à refaire les emballages de quelques unités à la maison pour pouvoir les renvoyer à Amazon, Ouais. bon, c'est peut-être pas très rentable en termes de temps, Mmh. mais voilà, aller trouver, un freight forwarder qui va envoyer nos unités pour, tu vois, quelques dizaines de centimes moins cher par unité et bah, au final, ça a pas l'air de grand chose, mais sur une année, ça fait vraiment une grosse différence et voilà, chaque petite optimisation la dernière fois, j'ai reçu un message d'un membre qui me disait qu'il avait réussi à réduire son packaging, en termes de taille suffisamment pour passer dans la catégorie d'en dessous dans les frais et en Mmh. fait, ça lui faisait gagner,
quasiment 8 ou 9% de marge parce que la différence de frais d'expédition était si importante. Et donc, enfin, voilà, c'est le genre de petits trucs qui font une grosse différence au final. Et Ouais. tu as totalement raison pour rebondir sur le pan-européen aussi. Je crois que la France, c'est le marché avec les frais d'expédition les plus chers Mm. et avec une TVA bon, assez moyenne en Europe de 20%. Mais les frais d'expédition sont vraiment extrêmement chers en France, alors qu'en Allemagne, je dirais que c'est environ la moitié. Ça C'est ça, dépend ouais. Je ça pense à dépend peu du près, point, ouais. mais ouais. Et surtout, si on active euh, le stockage dans les entrepôts en Pologne et en République tchèque, ça fait encore baisser les tarifs parce qu'ils sont capables justement d'avoir des coûts de main-d'œuvre encore moins chers en allant stocker dans des pays avec des main-d'œuvre moins chères. Donc Ouais. vraiment, pan-européen, une fois qu'on s'y met, enfin, je sais pas, quel est ton retour là-dessus? Tu dis que tu aurais aimé le faire plus tôt, mais du coup, est-ce que tu comptes en faire plus sur les 12 mois qui arrivent? Ouais, bah c'est vrai que finalement, là, j'ai lancé réellement qu'un produit sur le pan européen. Il y a un autre produit que bah, j'avais lancé aussi en Allemagne, hein, mais ça a été un petit peu plus laborieux niveau marge, c'était un petit peu plus délicat. Bah, comme tu disais, en fait, je m'étais pas aperçu, mais j'étais sur la tranche supérieure pour les frais de livraison Amazon. Et je crois, alors, je devais être à 2,6 centimètres, alors qu'il faut être à moins de 2,5. Donc, en gros, pour Hmm. 1 millimètre, je perdais, en gros, c'était à peu près 1 euro à 1,50 €, sachant que c'était un petit produit que je vends à 10 euros. Donc c'est juste Ouais. énorme. Et du coup, ouais, j'arrivais pas à être rentable en PPC. Donc, enfin bref, donc là, ça a été réglé. En gros, c'était juste un morceau de plastique à enlever. Du coup, on va pouvoir diminuer le packaging, je crois, de 2,6 à 2,3. Et donc là, je vais économiser 1,50 par unité. Et bah, Parfait. sur 1000 unités, je vais économiser 1 500 euros, quoi. Donc c'est vraiment, je pense, un exemple tout con, mais c'est vraiment le genre de truc mais qui peut changer, hein, limite un business, hein. Là, pour le coup, ce produit-là, il va passer, je crois, bah, peut-être de 15, 20, je crois il est à 19% hors pub. Non, 15%. Ouais, je sais plus, moi, il y a trop de chiffres, mais 15%, je crois, et je vais passer à 30% ou un truc comme ça. Donc, c'est juste énorme. Et donc, ouais, sinon, pour ta question sur le PANEU, bah, Royaume-Uni, je ne l'avais pas lancé parce qu'il y avait le problème au niveau du stockage. Donc, ça, c'est le truc à développer pour 2023 au Royaume-Uni. Et Ouais, Italie, j'ai. parce que le Ouais, Royaume-Uni vas-y. est plus dans le panier C'est ça. euh, depuis le Brexit. Brexit, quoi. Ouais. Ouais, Donc, du coup, c'est vrai que j'ai pas trop développé le Royaume-Uni, mais je pense que c'est quand même un pays super intéressant. Enfin, en tout cas, pour mes produits, il y a un marché. Après, Espagne, je n'avais pas fait le numéro de TVA parce que, en gros, en Espagne, c'est super compliqué. Il faut des trucs notariales, il faut plein de papiers. Et une finalement, apostille. ouais. Et le marché, finalement, quand tu regardes, ouais, ça peut peut-être rajouter quelques milliers d'euros, mais ça vaut presque même pas le coup d'y aller. Enfin, donc, en tout cas, c'est ce que j'ai jugé. Et L'Espagne, du coup, c'est le plus petit ouais, des grosses marketplaces européennes. Parce que maintenant, ils ont ajouté de nouvelles marketplaces avec la Suède, la Pologne, les Pays-Bas et tout ça. Donc ça, c'est des marketplaces ouais, encore plus petites. Mais l'Espagne, ils sont quand même implantés depuis un moment. Et c'est Espagne et Portugal qui achètent sur la marketplace espagnole. Mais en tout cas, d'après mon expérience, c'est le plus petit, la plus petite marketplace des. Tu vois, l'Italie, c'est plus gros. ouais, Évidemment, ensuite France, Royaume-Uni, Allemagne, beaucoup plus gros. ouais, Donc clairement, l'Espagne, c'est c'est ça. celui qui a le moins beau ratio entre investissement administratif et retour en termes de vente, quoi. Ouais, et puis surtout en Espagne, je crois ils ont 30% moins de pouvoir d'achat. Enfin, je crois, à mon avis, le SMIC au Et Portugal, il doit être effectivement, à ouais, 600, 700 euros. En Espagne, ça doit être dans les 1000 euros. Donc, c'est vrai que, en plus, bah, le prix du coup de nos produits, faudrait le baisser pour être. Enfin, bref, c'est un peu compliqué. Et ouais. donc, ouais, je déconseille ce marché. Après, regardez quand même, je pense, faut regarder s'il y a des opportunités à saisir. Mais s'il n'y en a pas, vous embêtez pas et vous lancez pas dans ce long chemin. Après, Et enfin, l'Italie. pour Ouais, vas-y. l'Espagne, euh, je l'ai fait parce que j'ai lancé mes produits sur tous les marchés européens. Et au final, sur certains produits, ça vaut pas trop le coup, on va dire. Et sur d'autres produits, en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent la même chose que nous et qui se disent, oh, c'est pas une marketplace intéressante, les démarches TVA et tout ça. Bah, encore, c'est des barrières à l'entrée. Et au final, c'est plutôt des bons résultats et avec Ok. des tarifs de vente qui, bah, en fait, quand tu as moins de concurrence par rapport à l'Allemagne ou au Royaume-Uni, bah, en fait, parfois, tu peux pratiquer des prix euh, équivalents ou voire un peu plus élevés, malgré qu'ils aient moins de pouvoir d'achat. Parce que Ok.
globalement, ils ont moins de pouvoir d'achat, mais tu as quand même des grosses villes espagnoles où Oui, le oui. niveau de vie est élevé, comme en France. Donc, c'est pas quelque chose que je mettrais, c'est pas la marketplace que je recommanderais là tout de suite pour se lancer en Paniou. Mais s'il y a une opportunité, à mon avis, ça peut être intéressant tout de même. Ouais, c'est ça. Je pense que t'as raison. En vrai, c'est vrai que le cheminement est logique. Plus il y a de barrières à l'entrée, moins il y a de concurrence, donc plus on peut vendre. Toujours. Donc ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, t'as raison. Ouais, ouais. Et ok, non, mais ok, c'est intéressant en tout cas. Et du coup, tu comptes lancer plus de produits, peut-être en Italie, d'autres produits en Allemagne, développer un peu le business à l'international et peut-être en dehors de l'Europe aussi. C'est ça, bah là du coup en gros, bah, si tu veux parler un peu pour les ouvertures en 2023, là ce que je compte faire, donc là pour l'instant j'avais une marque que j'avais lancée du coup et qui est principalement France et Allemagne. Donc là, Allemagne, j'aimerais bien lancer mes deux autres produits que j'ai actuellement en France. Et ouvrir du coup, tester Royaume-Uni parce qu'il y a des bonnes opportunités et Italie aussi, pourquoi pas. Donc ça, c'est un objectif. Après, c'est plus un objectif secondaire. Aujourd'hui, moi, je suis vraiment porté sur le marché américain. C'est un marché qui m'intéresse depuis très longtemps, forcément, vu que c'est le plus gros marché d'Amazon. Et Ouais. c'est un marché où j'ai trouvé des opportunités de produits vraiment super intéressantes où je sais qu'il y a un coût à faire et où il y a moyen de vite gagner beaucoup d'argent. Donc, plutôt rêve américain pour, pour 2023. Mais Ok. je garde toujours la marque en Europe et je pense que je vais essayer voilà, de développer un petit peu le marché européen, mais sans forcément lancer de nouvelles références, etc., etc. Et pour des gens qui se lancent aujourd'hui, qui regardent cette vidéo, forcément, le marché américain, du coup, ça fait rêver. Les chiffres sont énormes. C'est environ. 10 Bon, fois, je pense, ça supérieur à dépend la des France. marchés, mais ouais, c'est ça. En fait, c'est un petit peu comme si tu as un produit qui cartonne partout en Europe. Et ben, c'est à Mm, peu près la même chose que tu pourrais avoir si tu as un produit qui cartonne aux États-Unis. Alors, encore une fois, ça dépend des niches, mais c'est quand même un ratio, oui, par rapport à la France, c'est du x10, ouais. voire plus, hein, dépendant des niches. Donc, comment tu vois les choses pour quelqu'un qui débute? Est-ce que tu conseillerais de se lancer directement sur le marché américain? Ou de faire un peu ses armes sur des marketplaces peut-être plus abordables et ensuite se lancer. C'est quoi ta vision là-dessus? Franchement, je pense que ça dépend vraiment du budget bah, que chacun a à investir. C'est vrai qu'avec le recul, le pan-européen, ça rajoute de la complexité avec les numéros de TVA, etc. Donc ça met une barrière à l'entrée, mais c'est vrai que pour un débutant, ça peut être un peu plus compliqué. Donc on pourrait se dire, ouais, le marché américain, c'est plus abordable, etc. Maintenant, je pense que c'est quand même bien de se faire la main sur des plus petites marketplaces, type la France. Forcément, en plus, on parle la langue, etc. Donc c'est simple de commencer avec. Mais il faut rapidement évoluer vers au minimum le pan EU. Et en plus, un truc qui est super important et qu'on n'a pas forcément parlé juste avant, enfin rapidement, mais au niveau des avis, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est synchronisé entre les différentes marketplaces. Donc après, bon, parfois il y a des petites variations, on ne sait pas trop pourquoi, mais globalement, à 10-20% près, tous les avis ils sont mélangés. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, vendre uniquement sur la France, ce serait presque une erreur, mais dramatique, quoi. Parce que, en fait, quand on vend seulement sur la France, à côté, il y a peut-être des personnes qui te vendent 5 fois plus que nous, ce même produit, et du coup, ils vont récupérer 5 fois plus d'avis. Et comme tout est mélangé aujourd'hui, bah, finalement, sur la France, ils vont avoir 5 fois plus d'avis. Et après, on va être distancé. Donc, c'est des réflexions à avoir. Mais je pense, ouais, France pour commencer, pour se faire la main, mais vite sur le panneau. Et si Ouais, directement vous avez beaucoup d'argent, États-Unis. Après, États-Unis, là, je peux pas trop m'avancer non plus. J'attends de lancer les produits, voir comment ça se passe, etc. Mais franchement, je pense que ça reste un marché très intéressant et chaque vendeur Amazon assez ambitieux devrait y aller parce que bah, très clairement, ne pas y être, c'est se priver presque de 50% de revenus Amazon. Et c'est dommage que c'est quand ça. on a un produit, se cantonner à un marché, quoi. Moi, là, je me dis, OK, tu as un produit qui marche, qui a de la demande sur toutes les marketplaces, bah, vends-le partout, quoi. Et limite, avec un produit, on peut presque faire 20, 30, 40, 50 000 euros de chiffre d'affaires, dépendant des niches. Donc, je pense que vraiment, faut pas Voire vendre plus que aux sur la US. France. Ouais, voilà, c'est ça. Limite, tu peux monter à 100 000 euros avec un produit, je pense, en vendant sur toutes les marketplaces.
Donc ouais, je dirais France, PANU, US. Et si vous avez beaucoup d'argent, peut-être directement US, à voir aussi en fonction des opportunités que vous allez trouver, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, une chose, à mon avis, qui est intéressante aussi de noter, c'est que les, je pense que le budget, c'est clairement un facteur assez déterminant dans tous les cas. Si, voilà, si une personne n'a pas assez de budget pour se lancer aux US, voilà, les US, forcément, quand il y a des plus gros chiffres, on a besoin d'un plus gros budget. Mm. C'est assez mécanique, en fait. On a besoin d'acheter plus de stock, on a besoin de réacheter plus de stock. Enfin bref, donc Ouais. forcément, en se lançant avec un petit budget, on ne peut pas aller viser des grosses niches. Ou des niches intéressantes aux US. Euh, mais je pense que un autre point aussi, c'est la férocité, on va dire, et l'expérience des Ouais. concurrents. Forcément, aux US, bah, il y a plus de concurrents aguerris, il y a des vendeurs qui sont là depuis vraiment longtemps, qui sont bien implantés. Alors, il y en a forcément aussi en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, mais il y en a quand même moins. Et je dirais que c'est toujours plus facile de trouver une niche, Mm. euh, on va dire un petit peu sous-optimisé, avec peu de vendeurs expérimentés en France, en Espagne, en Italie, que aux États-Unis, au Royaume-Uni, parce que au Royaume-Uni, forcément, ça parle anglais, donc c'est assez facile pour les vendeurs d'aller s'y implanter. Les démarches TVA sont un petit peu plus faciles aussi là-bas qu'à faire en Espagne ou en France, où forcément c'est Mm. plus compliqué. Donc je dirais que se faire la main sur une marketplace où on est plus à l'aise, on parle la langue, où c'est peut-être un petit peu moins agressif en termes de concurrence, ça peut être pas mal. Et puis Ouais. ensuite, bah, en fait, comme toi, dès qu'on a un business qui a assez de cash flow et que nous, en termes de vendeurs, on a assez d'expérience, je pense que là, justement, aller attaquer des grosses marketplaces, dont les US, ouais, si on veut passer à l'étape d'après, il n'y a que ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu as dit vraiment, je pense qu'aujourd'hui, la problématique pour 99% des vendeurs, enfin même 100%, c'est vraiment le budget et le cash flow. Et c'est vrai que bah là, avant de préparer la vidéo, j'ai regardé, je crois que, alors j'ai plus exactement toutes les commandes, etc. Mais à mon avis, j'avais dû mettre 20, entre allez, 15 et 25 000 euros sur Amazon. Hmm. Donc, bon, pour faire. Alors après, je crois que j'avais réinvesti aussi un petit peu. Bah, j'ai réinvesti tous mes bénéfices et peut-être que j'avais remis 1000 ou 2000 euros pour une commande. Enfin bref, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais c'est quand même des chiffres assez importants pour faire 200 000 euros. Enfin, j'ai pas commencé avec 1000 euros, quoi. Donc, c'est ça que je Mais dans voulais. le fond, c'est cohérent. Et dans ma dernière vidéo, euh, sur le budget et sur toutes ces choses-là, justement, j'ai analysé une tendance et je pense que ce que tu dis, ça confirme aussi cette tendance, c'est que en gros, sur la première année de vente, donc sur les 12 premiers mois de vente sur Amazon, euh, il faut viser entre x5 et x10 son Ouais, budget de départ en termes de chiffre d'affaires. Et à mon ouais, avis, je c'est suis une bonne cible. d'accord, ouais. Mm. Ouais. Donc je pense qu'il y en a qui arrivent à faire un peu plus. Tu peux, voilà, si tu as un produit vraiment super rentable, avec un lead time très court et que ça tourne, tu peux faire peut-être du x12, x15. Fois Mais 15, les ouais, gens ouais. qui arrivent et qui disent, bon, bah, j'ai un budget de 5 000 euros, cette année, je veux faire 500 000. Non. Ouais, là, c'est C'est, ouais, enfin, un peu je leur compliqué. souhaite et honnêtement, s'ils y arrivent, je veux faire un appel avec eux. Mais sinon, il faut plutôt viser un x5, x10, donc avec un budget de 5 000. Voilà, on va viser. Donc 5 000, c'est quand même un petit budget de départ. Ça va être entre 25 et 50 000 euros de chiffre d'affaires sur la première année. Et ensuite, on réinvestit les bénéfices et on progresse et on C'est grossit le ça. business. C'est Ok. ça, c'est ça, mais je pense ouais, le ratio, il est vraiment pertinent et ça me semble vraiment correct. Après, comme tu dis, bah, par exemple, pour les lits, j'ai quand même immobilisé, bah, ça avait été là où j'avais dû ressortir pas mal d'argent. Et c'est vrai que ça a immobilisé la trésorerie, etc. Donc, le roulement de cash flow, c'est vraiment super important. Et ça, pareil, on le découvre quand on est un peu lancé. On pense pas à tout ça, en fait. Quand on débute, on pense juste à, ouais, il faut que je trouve une idée. Mais en fait, après, il y a plein d'autres problématiques qui arrivent. Et bon, ça fait partie de tout business, hein. Peu importe la petite boulangerie du coin ou une boîte du 440, qui sont tous les mêmes problématiques en termes de gestion de cash flow, bah, même Amazon, etc. On investit où? Est-ce que j'investis? Est-ce que Absolument. je prends ce risque, etc. Mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est important de préciser aussi pour les débutants, il faut attendre, je pense, au moins un an, voire un an et demi avant de se verser un salaire et espérer gagner de l'argent pour pas transmettre, on va dire, des fausses idées et qu'ils soient déçus après, etc. Parce que ça aussi,
moi, j'ai eu l'occasion de faire quelques coachings aussi et c'était quelque chose qui ressortait. Il faut pas être trop ambitieux à vouloir trop gagner. Alors bien sûr, si vous avez 50 ou 100 000 euros de budget d'apport, bah là, oui, le premier mois, on Ça peut peut aller très vite, déjà ouais. verser un salaire. Mais sinon, faut pas être trop impatient, quoi, parce que ça peut vite couper les ailes du business. Et je pense qu'au départ, faut vraiment lancer des nouveaux produits, stabiliser, etc. Et après, dans un second temps, ouais, envisager de se verser un salaire. Absolument, ouais, Mm. je te retrouve là-dessus et je pense que c'est bien d'être transparent et d'être, voilà, de donner la bonne idée à ceux qui souhaitent se lancer aujourd'hui parce que, on entend pas mal de choses à droite et à gauche et forcément les grosses promesses et les paillettes, bah, ça marche bien, Ouais, c'est vendeur, on va dire. Mais ensuite la réalité est tout autre et je pense que pour avoir un business Amazon qui fonctionne bien, il faut vraiment arriver à apprécier, heu bah, le côté gestion de la trésorerie, le ouais, côté allocation des ressources. Je pense que voilà, cette année, si tu avais pas forcément lancé les lits, si tu avais voilà, si tu fait d'autres choix avec les ressources que tu avais, et ben, ça aurait pu, voilà, ça aurait pu être différent. Ça aurait pu être pire aussi, tu aurais complètement. pu faire des décisions qui auraient été moins bonnes. Ouais, ouais, Mais ce que je veux dire, c'est ouais. que c'est important de se dire qu'on a des ressources limitées et c'est la manière et l'intelligence avec laquelle on va les déployer, qu'on va avoir Mm. ensuite des retours et il faut aussi, à mon avis, apprécier euh, la courbe d'un business, surtout un business e-commerce, euh, qui est exponentielle. C'est-à-dire que les phases de démarrage sont quand même assez longues. Il faut tout Ouais, mettre en place. On ne gagne pas d'argent. On en dépense, en fait. On investit de l'argent. Et puis, bah, au fur et à mesure, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis, au plus ça va, au plus la courbe devient exponentielle. ouais, Mais forcément, il y a le facteur temps, et ce facteur-là, eh ben, il est assez incompressible, c'est-à-dire que, ouais, à part si on commence vraiment avec un budget de 100 000 euros et que on monte directement une équipe, là, ça peut aller très vite, mais on ne parle pas de ça. Mais si on fait ça entrepreneur solo, eh bien, forcément, pendant la première année et demie, faut mettre plus de travail que ce qu'on va gagner d'argent, quoi. ouais. Ouais, non, c'est complètement ça. Et c'est pour ça, je pense, qu'il faut avoir des attentes, on va dire, relatives à son budget. En fait, aujourd'hui, bah, très clairement, je pense que le budget, bah, c'est ça, hein, qui détermine notre ambition à avoir sur Amazon. Alors, on peut attendre des très gros résultats avec des petits budgets, mais du coup, il faudra juste être très patient, quoi. C'est Donc, ça. et c'est plus compliqué aussi, parce que il y a quand même un peu plus de concurrence, et je pense des niches avant. Vraiment, pardon, vraiment sous les radars, ça existe quand même beaucoup moins aujourd'hui. Et donc, tu vois, des niches où tu peux avoir des marges à 50 et cetera. Bon, ça me paraît plus compliqué aujourd'hui avec le PPC, et cetera. Donc, je pense que c'est plus long, il faut être plus patient, mais le résultat ne sera que plus beau, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça. Non, mais exactement. Bah, je suis content. Bah, je pense qu'on peut finir là-dessus sur des paroles de sagesse et de Ouais. transparence surtout. Merci d'être venu partager à nouveau bah, ton parcours et comment se déroule un petit peu le développement de ton business. Donc merci à toi pour ça. Ouais, avec plaisir. Et bah, du coup, je pense que je vais m'engager devant la communauté pour un objectif chiffré pour l'année prochaine, comme ça on verra. Donc là, je pense que j'ai fait 200 000 euros cette année. Donc l'année prochaine, j'ai eu 500 000 euros avec du coup le lancement aux États-Unis. Donc on va tout faire pour y arriver et peut-être qu'à fin d'année, on sera sur le rythme, je l'espère, pour le million l'année d'après. Donc c'est les trois targets, on va dire, pour les prochaines années. Ouais. C'est un objectif qui me paraît plutôt cohérent de faire du x2,5. Ça me paraît cohérent. Donc, bah, écoute, je te le souhaite. Et puis, bah, qui sait, ça se trouve, on se retrouvera pour une troisième vidéo Ouais, où tu nous raconteras comment tu as explosé ton objectif de 500K en 2023. c'est Je ça. te le souhaite. Et puis, de On toute façon, espère. bah, nous, on se, on se tient au courant dans le mastermind de la formation. C'est ça, bah, c'est ça. Et puis à bientôt, bah, peut-être pour une troisième vidéo du coup dans un an. Ça marche. Merci Arnaud. Ciao. Bah, merci à toi. Salut, salut. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez aussi apprécié le retour d'expérience d'Arnaud qui a été, bah, comme vous l'avez vu,
ouvert et très transparent avec nous. Et je pense que c'est vraiment un point important à retenir de cette vidéo, c'est que tout n'est pas tout rose, tout n'est pas parfait, tout n'est pas toujours comme dans les publicités. Eh bien, la réalité du terrain sur Amazon, c'est forcément des hauts mais aussi des bas. C'est de la persévérance, de la patience et de la concentration sur son business si on veut atteindre ses objectifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous dans la section commentaires. Je prends le temps de lire et de répondre à tous vos commentaires. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.